Donald Trump a choqué en déclarant que l'Ukraine devrait céder une partie de son pays à Poutine et présenter cela comme une victoire. Poutine tente encore de convaincre Trump avec une vieille proposition pour arrêter la guerre, et Trump s'est malheureusement partiellement laissé persuader. Suite à l'échange du 16 octobre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, il est apparu que Poutine exigeait encore la cession de tout le Donbass à la Russie pour mettre fin à la guerre. Et tout a commencé par une conversation téléphonique que Trump a qualifiée de très productive. Et il y a eu un indice qu'une rencontre en personne entre Trump et Poutine pourrait avoir lieu dans 2 semaines à Budapest. Ou peut-être plus tard que dans 2 semaines. C'est comme toujours avec Moscou. Ils font traîner les choses, puis proposent finalement quelque chose d'inacceptable et d'impossible. Puis dire « Nous avons négocié après tout ». Plusieurs médias écrivent que le Kremlin exige le contrôle total de Donetsk pour arrêter la guerre, évoquant aussi des discussions sur des parties de Zaporijia et Kherson. C'est le même troc de territoire, juste sous un nouvel emballage. Le Washington Post notait déjà cet été l'inquiétude majeure de Kiev. Discuter du Donbass sous prétexte de compromis mène directement à la capitulation. Mais pourquoi Donald Trump est-il encore tombé dans ce piège? Parlons-en. Je m'appelle Alexei Pichi, aujourd'hui nous sommes le 19 octobre, passons maintenant à l'essentiel. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire. Abonnez-vous à la chaîne Telegram Pichi News. Le lien est en description de la vidéo. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il est écrit là-bas « Soutenir la chaîne d'Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Il est donc important de rappeler la chronologie. Dès août, la Maison-Blanche parlait d'une rencontre en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ensuite, grâce à la diplomatie, Washington peaufinerait l'accord de paix à venir et organiserait finalement une rencontre finale entre Poutine et Zelensky, à laquelle Trump pourrait également assister. À ce moment-là, le Washington Post décrivait en détail le contexte. La rencontre en Alaska est nécessaire. Pour l'image, nous faisons pression et imposons la paix. Et Moscou en avait besoin pour légaliser ses revendications territoriales. Après cela, il y a eu des promesses d'un deuxième tour. Dans le fil d'actualité, on retrouve les mêmes formules. Prêts à se rencontrer, mais il faut d'abord coordonner les équipes. Dans 2 semaines, il y aura une rencontre. Ou peut-être pas dans 2 semaines, mais certainement à Budapest. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ça la tactique standard de temporisation. Le temps joue en faveur de celui qui tire, pas de celui qui attend, et voilà que Poutine essaie de gagner du temps et de tirer. Un détail à part, ce sont les signaux publics venant de Washington concernant de nouvelles promesses de missiles à longue portée pour l'Ukraine. Ce n'est pas audible, mais ce que l'on perçoit, c'est la diplomatie douce. Donald Trump affirme que les États-Unis surveillant la situation et tentent de réunir les parties à la table des négociations. On a envie de demander, après l'Alaska, on a déjà essayé de réunir les parties, mais ça n'a pas marché. Donald Trump a déclaré que Vladimir Poutine ne voulait pas arrêter la guerre. À présent, Trump affirme « Non, nous tentons de réunir les parties ». Dans ce contexte, les exigences de Vladimir Poutine concernant le Donbass ne semblent même pas être un échange. C'est difficile à dire, mais comme l'a dit Donald Trump, un échange de territoire, non, cela ressemble plutôt à un piège. Pourquoi? Parce que si on accepte cela, admettons hypothétiquement que nous acceptons de céder le Donbass. Alors demain, Moscou demandera encore un petit peu plus. Et l'Ukraine est déjà passée par là, avec ce statut spécial, cette zone grise. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et justement, le Washington Post soulignait déjà dans ses reportages cet été que le principal danger, c'est de transformer toute pause en une récompense pour l'agresseur. Aujourd'hui, Donald Trump a-t-il estimé, interrogé par Fox News, que le dictateur russe voulait finir la guerre sans prendre une grande partie de l'Ukraine? Déclare le citateur, Poutine va prendre quelque chose à l'Ukraine ayant déjà conquis une partie. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Je suis allé exprès surveiller non seulement les médias anglophones ou russophones, mais aussi d'autres moyens d'information, en Inde, en Chine et au Moyen-Orient. Et je voulais voir comment ces dernières nouvelles y sont présentées. Et vous savez quelle idée principale y est avancée très bruyamment pour le public, qui n'est pas vraiment au courant. Et elle dit ceci. Poutine exige tout le Donbass, mais il est prêt à céder à l'Ukraine d'immenses parties d'autres régions.
Mais cela sonne comme si Poutine était prêt à céder ou à donner à l'Ukraine certains territoires qui ne lui appartenaient pas avant la guerre, comme s'il allait prendre le Donbass pour lui, mais que l'Ukraine recevrait un autre territoire en échange. Mais dans la logique sèche de la presse, il y a peu de détails concrets, mais la direction de la pensée est claire. Autrement dit, Moscou marchande un territoire qui ne lui appartient pas en essayant de placer Washington dans le rôle d'arbitre. Et c'est un piège très dangereux. C'est en fait une tentative d'imposer la lassitude, en misant sur le fait que le monde est fatigué de ce long conflit. Réglons donc vite la question, donnons un territoire à Poutine, et c'est tout. Mais que veut dire rapidement ? Rapidement, cela veut dire aux dépens de l'Ukraine. L'Ukraine le comprend et le répète publiquement, il n'y aura aucune légalisation de la prise de territoire. Pourquoi précisément le Donbass ? Pour les Ukrainiens, c'est clair, depuis longtemps, c'est un symbole. Pour Poutine, dans la folie de l'ancien Poutine, c'est aussi un symbole. Et depuis 10 ans, le Kremlin explique à son citoyen ordinaire, à sa société, que sans Donetsk, il n'y a pas de victoire. La machine de guerre n'a pas réussi, vous savez, à écraser complètement le Donbass. La machine de guerre de Poutine, en 10 ans, n'a pas pu conquérir ce territoire. Et maintenant, le Kremlin propose de le faire simplement avec un stylo lors des négociations, c'est-à-dire sans l'aide de la machine de guerre. Ce n'est pas une question de paix, mais de télévision. Mettre un drapeau sur la carte et dire « objectif atteint ». En 2014, lorsqu'ils ont attaqué l'Ukraine, ils disaient ne vouloir protéger Donetsk, Luhansk et les russophones. Et là, vous comprenez, 10 ans de guerre, ils n'arrivent toujours pas, même après plus de 10 ans, à prendre le Donbass. C'est pourquoi ils veulent créer cette image. Mais où est-ce le danger, ici ? Dès qu'ils auront planté ce drapeau, il y aura tout de suite une nouvelle exigence. Rendez-nous Lugansk en entier, donnez-nous la région de Lugansk. Rendez-nous entièrement Zaporizhia, puis Kherson, Odessa, donnez-nous aussi Odessa. Et ensuite, il y aura des exigences concernant des couloirs de sécurité, une démilitarisation sur encore 50 km, une sorte de zone tampon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Une concession dans ce format-là ne met pas fin à la guerre, elle ouvre le prochain acte de cette guerre. Parallèlement, Moscou cherche à gagner du temps avec ses déclarations. Trump et Poutine se rencontreront à Budapest dans 2 semaines. Mais il faut d'abord s'accorder sur l'ordre du jour, coordonner les équipes et négocier, etc. C'est un retard juste pour retarder. Parce que même pendant que vous écoutez cette analyse en ce moment, vous comprenez bien que la Russie, à ces mêmes minutes, lance des missiles et des drones sur l'Ukraine dans une tentative de conquérir encore plus de territoire. Aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dans une allocution vidéo que l'Ukraine n'offrirait rien à la Russie. Citation : « Personne ne leur pardonnera quoi que ce soit. Nous voyons clairement que cette fédération de Russie constitue une menace à long terme. Nous, en Europe, avons besoin d'une coopération durable et de résultats concrets à court terme. J'ai chargé les diplomates ukrainiens de préparer prochainement une nouvelle réunion de la coalition des volontaires. » Zelensky a rappelé aujourd'hui que presque tous les 1 ou 2 jours, une frappe vise une raffinerie de pétrole en Russie. Il a également ajouté, je cite, « Je ne comprends pas pourquoi le dirigeant du plus grand pays de la planète a encore besoin de quelques kilomètres de plus. » Ce n'est pas une guerre pour des territoires, mais pour notre indépendance. Et pour finir, je vais partager une information importante. L'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, faisait pression sur la délégation ukrainienne de Vladimir Zelensky, sur le transfert de la région de Donetsk lors de la rencontre avec Trump vendredi. En argumentant que la région est majoritairement russophone, vous comprenez, Witkoff ? Bref, ils lui ont bourré le crâne avec la protection de la population russophone. Quel soulagement cela a été pour moi quand... Le Wall Street Journal a annoncé que Marco Rubio remplacera Steve Witkoff pour diriger la préparation des négociations Trump-Poutine à Budapest côté américain. Si vous vous souvenez, ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube depuis longtemps se rappelleront qu'il y a encore quelques mois. En mai, en février, même lors du début des négociations entre Américains et Russes, je trouvais cela très étrange. Il y a le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, c'est en fait le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, dont la fonction et la tâche principale sont justement d'organiser la diplomatie. Mais au lieu de Marco Rubio, pour une raison quelconque, cette diplomatie était menée par un certain homme d'affaires, un ami personnel de Donald Trump, Steve Witkoff. Je me suis demandé comment ça marche en général, alors quel est le rôle de Marco Rubio ici ?
Comment, dans un pays démocratique, on retire des fonctions au secrétaire d'État pour les confier à un certain envoyé spécial, c'est-à-dire même pas à une personne intégrée à l'appareil du département d'État des États-Unis. Et voilà, enfin, ils ont rendu les rênes du département d'État à Marco Rubio dans le contexte des négociations avec les Russes. Pourquoi est-ce important? Parce que Witkoff, qui, selon les propres mots de Donald Trump, ne comprend rien à la politique et ne savait rien sur la Russie. Lorsqu'il a rencontré Poutine à Moscou, il déformait sans cesse les détails des négociations. L'administration ne pouvait pas confirmer que le problème venait de Poutine. Vous vous souvenez, avant la rencontre en Alaska, il y avait des infos internes. Quand Witkoff a dit à Trump que Poutine était prêt à tout et qu'en se rencontrant en Alaska, tout se réglerait, la guerre finirait, tu serais un pacificateur. Ensuite, Poutine est arrivé, il a posé tout un tas de conditions, et Witkoff a dit « Oh, eh bien, il semble que je n'ai pas tout à fait compris jusqu'au bout. » Eh bien, maintenant que le processus de négociation sera dirigé par Rubio, il y a une chance que Trump comprenne enfin que tout le problème vient justement de Poutine. Poutine était le principal mal, tout comme les Russes. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt tout le monde.